Eh ben, on va pouvoir démarrer. Donc, je vous partage mon écran. Comme je vous le disais, aujourd'hui, on est là pour discuter plus spécifiquement des poulettes bio dans des élevages en circuit court avec donc une présentation des rappels de ce qu'on avait vu un petit peu là il y a un mois maintenant et le témoignage de deux éleveurs et éleveuses de poulettes bio. Donc du coup, je suis accompagnée de Myriam Lévry pour la ferme du Bréon, donc qui témoignera pour présenter son système, et de Michael Pasquier, qui est aussi éleveur en Vendée, qui donc présentera son système. Et m'accompagne aussi dans plus la logistique de ce webinaire, Sandy Bensousson-Carole, ma collègue de l'ITAB, Adèle Sanson de l'ITAVI et Elodie Weber, qui travaille aussi à l'ITAB. Donc aujourd'hui, on fait vraiment ce focus sur les élevages en circuit court. Donc pour rappel, le projet Poulette Bio, c'est un projet qui vise à co-construire des références, des outils et des scénarios pour sécuriser l'approvisionnement de poulettes bio françaises. C'est un projet CASDAR qui a été déposé, enfin qui a commencé en janvier 2025 et qui se terminera en juin 2028. Et donc on travaille avec toute une diversité de partenaires pour atteindre notre objectif de production de connaissances autour des poulettes bio. Donc, comme on l'avait vu la semaine, enfin il y a un mois, la première étape du projet était de réaliser un état des lieux de la filière poulette bio française et d'enquêter les pratiques d'élevage de poulettes bio en France et en Europe. Et donc, c'est ce qu'on s'est attaché de faire au travers d'une enquête auprès de 29 élevages de poulettes bio en France. Qui avait donc pour obtenir en fait ce panorama de la diversité des systèmes de production, panorama que j'avais pu vous présenter il y a un mois avec des systèmes d'élevage en circuit long qui sont les plus gros producteurs de poulettes bio, enfin qui produisent le plus grand nombre de poulettes, mais aussi des systèmes d'élevage en circuit court qui sont donc le cœur aujourd'hui de notre sujet de discussion. Voilà, là vous avez le rappel un peu des localisations des différents élevages qu'on avait pu enquêter, donc avec pas mal d'élevages dans le Grand Ouest. Et du coup, Myriam et Mickaël sont des représentants en circuit court de ces élevages dans ce secteur géographique. Et donc ce qu'on avait vu il y a un mois, c'est que on avait distingué dans notre analyse de données deux types d'élevage en circuit court qui se distinguaient par leur pratique de l'élevage de la poulette bio et aussi de l'importance de l'accès à l'extérieur. Donc, on avait fait un peu des analyses sur les différents indicateurs techniques qu'on avait pu réunir on avait fait, je crois, 14 enquêtes en élevage en circuit court. Et donc, ce qu'on voyait, c'était que ça restait des fermes qui avaient environ deux personnes, deux travailleurs en moyenne sur les fermes, sur des surfaces qui étaient plus ou moins grandes selon s'il y avait un atelier, enfin, un autre atelier d'élevage avec des prairies, par exemple, ou des ateliers de production végétale, que la plupart des éleveurs étaient des éleveurs de pondeuses bio et que le nombre de poulettes élevées servait notamment à l'auto-renouvellement, mais aussi parfois un petit peu à la vente, avec du coup un peu plus de poulettes élevées par an dans les éleveurs du groupe 3 par rapport aux éleveurs du groupe 4, donc 1800 poulettes élevées par an en moyenne contre 1250. Et donc, ce qui variait pas mal, c'est ce que je vous le disais, c'était notamment la période, en fait, enfin, le côté très extensif, les élevages du groupe 4 qui élevaient des plus petits lots d'animaux, et c'est des élevages dans lesquels on avait une sortie à l'extérieur très importante, avec des longues plages horaires d'accès à l'extérieur, et une sortie à partir de 4 ou 5 semaines, enfin, entre 4 et 6 semaines, on va dire, pour le premier âge de sortie. Quand sur les systèmes d'élevage plutôt observés dans le groupe 3, on avait une sortie extérieure qui était un peu plus tardive, autour de 9 semaines, avec un nombre d'heures d'accès extérieur un peu plus limité aussi. Sachant que là, le chiffrage est basé sur une journée de 16 heures, enfin le maximum qu'on peut avoir en plein été. Voilà, et aussi la grande différence qu'on avait notifiée, c'était qu'on avait plus d'élevages dans le groupe 4 qui n'étaient pas toujours raccordés à l'électricité et donc il n'y avait pas forcément de programme lumineux dans les bâtiments qui travaillaient pas mal avec la lumière naturelle, ce qui était un petit peu moins le cas dans les élevages du groupe 3. Donc aujourd'hui, du coup, Michael sera un représentant. On va dire, après c'est une classification qui reste complètement discutable et qui repose sur une analyse de critères
de critères qu'on a récupérés dans les enquêtes, mais l'idée c'est aujourd'hui de plus personnifier un peu ces élevages-là. Et donc Mickaël Pasquier va pouvoir parler de son système type groupe 3 et Myriam de son système plutôt type groupe 4. Donc je vais leur laisser la parole pour pouvoir présenter justement leur élevage et leur fonctionnement. Voilà. Et du coup, Mickaël, je te propose de commencer pour un peu présenter ton élevage. Ok. Bonjour à tous. Donc moi je me suis installé en 1994, donc il y a déjà de nombreuses années, en GAEC à l'époque, et avec ma maman au départ et un salarié plus tard, on était 3, en production chèvre, laitière, céréales, viande bovine et lapin. Voilà, toute la ferme est passée en bio en 2010, sauf les lapins qui étaient vraiment une production à part. Et on s'est séparés après la fin du GAEC, c'était fin 2018, début 2019. Moi, j'ai repris 27 hectares et l'atelier de lapin, et je l'ai gardé qu'1 an. Et là, j'ai tout transformé dans un atelier pondeuse. Donc aujourd'hui, j'ai 1500 poules pondeuses, tout en vente directe, magasin, Biocoop, maraîcher, etc. Voilà, avec une marque. Donc le bâtiment, il est entièrement automatisé, c'est-à-dire l'alimentation, la ventilation, les trappes de sortie des poules. Voilà, il a été aménagé fin 2020 et j'ai commencé à produire des œufs en 2021, début 2021. L'atelier poulette, lui, il est arrivé donc en 2022 suite à la grippe aviaire, où en fait mon premier lot partait et le deuxième lot devait rentrer et c'était pendant la grippe aviaire. Donc là on m'a dit il n'y aura pas de transfert de poulettes. Donc je me suis retrouvé avec des bâtiments vides. Et comme j'avais 2 bâtiments et que j'étais en train d'aménager le deuxième, je me suis dit que j'allais me mettre à élever des poulettes. Donc j'allais essayer au moins. Donc c'est ce que j'ai fait et voilà, ça, avec l'aide d'un technicien aliment, ça a plutôt fonctionné. Euh, donc aujourd'hui, j'élève mon lot principal qui est d'environ 1250-1300 poules. En décalage, au milieu de bande, je fais un lot de 250 poules. Et là, j'élève des poulettes pour les autres éleveurs. Donc j'en fais 1600 en tout. Donc voilà, je fais à peu près à peine 3000 poulettes sur 15 mois. Donc je vends les poulettes à des éleveurs autour de chez moi. Et sur les souches élevées, donc moi j'ai la particularité d'avoir 3 souches depuis le départ. Des poules Leghorn, des poules rousses classiques et de la Noirance. Et aujourd'hui, depuis de l'eau, je m'approvisionne chez Hendrik Génétique à Mur de Bretagne. Avant, j'achetais chez l'Encrier dans le nord de la France. Voilà pour la présentation. On reviendra peut-être sur le bâtiment Poulette après. Ouais, on y reviendra après. Là, vous voyez la photo de droite. Oui, voilà, c'est la phase démarrage. La photo du centre, c'est quand le bâtiment il est configuré poule pondeuse. Et pour démarrer, je ferme et voilà, je démarre sur 75 mètres carrés. Mais on y reviendra sans doute. Voilà. Ok, super. Merci Mickaël. Et du coup, Myriam, je te laisse prendre la main pour parler aussi de ta ferme. Bonjour à tous. Donc du coup, moi je suis installée depuis octobre 2021 avec un associé. Donc c'est une création d'une stabulation laitière. Donc voilà, enfin rien à voir. On s'est installé sur 66 hectares. Et donc, du coup, on a 2 ateliers principaux qui sont donc l'atelier grande culture, où, comme pour les poules pondeuses, tout est commercialisé en circuit court. Et donc, du coup, l'atelier grande culture, il y a de la transformation huile et farine, et il y a une grosse partie aussi autoconsommation, aussi bien pour l'atelier poules pondeuses que pour les poulettes. Voilà. Euh, De base, il n'était pas question qu'on fasse de la poulette. C'est que, en fait, en avril 2022, peu de temps après qu'on soit installé, on s'est fait abattre préventivement les poules. Comment on est censé le Euh, faire ça? comment?
Je sais pas qui a son micro ouvert. Ah, voilà, super. Pardon, vas-y, continue. Une fois qu'on nous a bâti ce premier lot de noirance, on travaille sur de la noirance à la base. Tous les autres lots qui sont arrivés après, ça a été une catastrophe au niveau du comportement, beaucoup de piquage, beaucoup de nervosisme, vraiment c'était compliqué. On est en poulailler mobile, on voit bien qu'elles n'étaient jamais sorties, enfin c'était compliqué. La rupture était trop brutale avec l'élevage poulette précédent. Je suis déjà rentrée dans des gros élevages de poulettes et effectivement le choc il peut que être brutal. Donc du coup, le fait est qu'on passait énormément de temps avec les poulettes, aussi bien les poules, pardon, avec les poules pondeuses, aussi bien au démarrage que même pendant la ponte. Enfin, c'était énergivore, c'était compliqué. Donc du coup, toute cette année 2022, en plus de l'indisponibilité des noirances en bio, courant en 2022, ça nous a poussé assez rapidement à prendre un futur quatrième poulailler qu'on avait déjà sur place et qu'on l'a transformé directement en poussinière. Voilà, et ça a été mis en place 2023. On fonctionne avec 3 poulaillers mobiles, donc ça veut dire 3 lots d'âges différents de 300 poules. Voilà. Et donc, on n'a jamais de vide total sur la ferme, on a toujours des œufs, ce qui fait qu'on a un besoin de poulettes de 450 par an, en fait. C'est-à-dire que je fais un lot et demi par an, environ. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins déjà dit, je sais pas. Ouais. Et après, est-ce que, donc aujourd'hui, tu as des rousses et des noires, ou toi, tu gardes que les noirs, ou enfin, parce que tu m'avais Non, parlé des je Isa fais que du Ronval. renouvellement. Ouais. Donc, D'accord. en fait, je commande que pour du renouvellement et j'ai intégré des rousses à mes lots de noirance du fait que, comme on voulait garder les poules un peu plus longtemps, je vois bien la limite de la noirance. Donc, en fait, pour que Ok. ce soit quand même assez rentable, j'ai mélangé rousse et noirance et je comprends aussi ce que Michael a fait en mettant de la Leghorn, clairement. Voilà. Ça marche. On pourra rediscuter un peu Et donc, après aussi des juste souches pour et que vous le des compreniez, bâtiments, c'est je sais pas qu'en si tu... fait, voilà, mon bâtiment, il fait 60 mètres carrés. Or, pour un lot de 300 poulettes, enfin, il aurait fallu que la moitié. On part de poids vif au mètre carré et jusqu'à 18 semaines, j'aurais pu tenir les 600 poulettes facilement. Mais comme je fais que du renouvellement, il y a une capacité plus tard, en fait, si je me le sens, de faire de la revente aussi. Voilà. Ok, Et ça donc marche. Trop là, bien. Oui, vas-y. je disais juste sur les photos, on voit les premiers jours d'arrivée tout à gauche avec le radiant au-dessus. Et ben là, c'est aussi un autre jour d'arrivée. Et on voit sur la 4e photo le type de poulailler mobile qu'on a. Voilà. Donc moi, je les bouge, je les change d'endroit en fait. Je fais un déplacement. Pas très loin, mais je fais un déplacement. Ok. Et oui, toi, Michael, ils sont fixes tes bâtiments, juste. Oui, c'est deux bâtiments fixes qui se touchent presque, hein. Ils sont espacés de 2 mètres et reliés par un sas en fait. Ok, ça marche. Et ben du coup, là, ce qu'on s'était dit pour la suite de la présentation, c'était vraiment de s'intéresser au travail autour des ateliers de poulettes bio. Et donc, on a co-construit avec Mickaël et Myriam un peu un fil chronologique de la mise en place et de l'élevage d'un lot de poulettes bio. Et donc, on va essayer de suivre ce fil pour reconstituer finalement le travail autour de l'élevage de poulettes bio, de la préparation jusqu'au transfert en bâtiment de pondeuse. Alors, je ouvre juste les bons éléments et je vous repartage mon écran. Donc, on a construit une petite frise chronologique qui sera du coup amendée au fur et à mesure par mes collègues de l'ITAB. Et donc, on va commencer par parler finalement du tout début de la mise en place de l'élevage de poulettes bio, avec la phase où en fait on planifie la commande et l'arrivée des poussins. Donc, ça se passe entre 7 et 8 mois avant l'arrivée des poussins. Et donc, Michael, par exemple, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu prépares justement cette arrivée? Alors là, j'ai mis 7-8 mois, mais est-ce que c'est à ce moment-là? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire finalement anticiper l'arrivée des poulettes? Alors, on va prendre un cas concret parce que là, je suis en plein
dedans, c'est assez facile. J'ai décidé il y a quelques semaines que j'allais changer mon lot mi-octobre à peu près, à une semaine ou deux près. Donc ça veut dire, si on recule le calcul, rentrer des poussins pour moi vers la semaine 20. Parce que quand je change mes poules, je veux qu'elles aient déjà 24 semaines, les jeunes. Donc pour rentrer des poussins à la semaine 20 à peu près, ben, je vais envoyer un mail, j'étais pas très en avance la semaine dernière pour voir, en demandant si c'était possible d'avoir pour la semaine 20 les 1300 poussins là pour mon lot principal. C'est-à-dire 500 rousses, 400 noirs anses et 4 et 4, 8 et 5, 13, vous voyez, 400 blanches. Voilà, ça c'est la Et première donc là, phase. Comment? tu t'y es pris finalement à peu près 11 semaines en avance, c'est ça? Avant Et qu'ils donc, arrivent, ouais, c'est ça. Et et j'ai pas donc eu de tu réponse. demandes... Oui, Pardon. vas-y. Non, non, oui, oui, et j'ai pas eu de réponse encore, c'est ce que je disais. J'ai envoyé un mail il y a 10 jours, mais bon, c'est normal, hein, le temps qu'ils Ok, fassent les planifications, ça marche. mais c'est Et le Myriam, minimum. toi, tu me sembles que tu anticipes un peu plus, c'est ça, ta commande auprès des couvoirs. Est-ce que là, tu as un exemple aussi sur cette année 2026? Non, cette année, pour l'instant, j'ai pas encore établi. Je vois comment en fait évoluer le groupe de poules. Il va être réformé. Ok. Voilà. Et Et dès du que j'ai coup, une toi, idée approximative. Pardon. tu anticipes un peu plus, c'est ça, non? Il me semble que tu commandes facilement 6 mois en avance. Non, c'est pas ce Alors, qu'on s'était quand dit. je veux être sûre d'avoir ce que je veux, voilà, c'est-à-dire que par exemple sur de la noirance, il y a plus d'indisponibilité que de la rousse. La rousse, je peux appeler 2, 3 semaines, même avant, c'est OK pour ma taille d'élevage. Par contre, pour la noirance, c'est plus compliqué. Et là, j'ai suffisamment de noirance, donc je ne suis pas pressée cette fois-ci. Quand je veux que de la noirance, ou je veux vraiment en avoir dans mon groupe de poussins, si c'est moitié-moitié, là, oui, je commande bien 6 mois avant. Ok. Et c'est là aussi où vous faites des demandes spécifiques par rapport au vaccin. Est-ce que, enfin, Myriam, tu veux dire un mot là-dessus? Effectivement, on a le choix au pouvoir de demander ce que l'on souhaite avoir ou ne pas avoir. Donc, j'ai appris au fur et à mesure. Je n'avais pas demandé la liste de ce qui était possible, mais enfin, je l'ai appris au fur et à mesure. Par exemple, les pointages, il n'est pas du tout obligatoire. C'est quelque chose que moi, en tant qu'éleveuse de poules pondeuses, je ne m'étais jamais trop posé la question. En attendant, on le demande ou on ne le demande pas. Bien évidemment, il est facturé. Moi, je ne le demande plus. Enfin, en fait, je ne l'ai jamais demandé une fois que je me suis lancée en poulette. Euh, et ensuite, il y a les vaccins. Il y a des vaccins qui sont fort, fort conseillés. Il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément. Ça, c'est souvent à voir. En tout cas, moi, je l'ai vu avec le vétérinaire sanitaire et aussi en fonction des problématiques que j'ai rencontrées avec le deuxième lot de poussins que j'ai eu par la suite. Par exemple, de la coccidiose, typiquement. Ben, je suis bien contente que le vaccin existe parce que typiquement, je me suis retrouvée avec les Méria Nématrix et enfin des bien mortels et ça a été un peu compliqué. Donc maintenant, je le fais. Voilà. Euh, il se peut que le couvoir ne puisse pas le mettre en place. Par contre, nous, on peut l'acheter à la clinique et le faire dès le premier jour de l'arrivée des poussins. Voilà. Et Mickaël, est-ce que toi aussi tu as des éléments à partager sur les vaccins ou ça rejoint globalement ce qu'a partagé Myriam? Non, non, sur les vaccins, ça rejoint ce qu'a dit Myriam. Je fais rajouter aussi la coccidiose. Ça me semble important. Et puis moi, j'ai pris par contre, le lot actuel a été pointé. Et vraiment, je trouve ça mieux. Mais voilà, donc je continuerai. Mais oui, oui, il faut y penser. Enfin, faut y penser. C'est à ce moment-là que ça se décide. Ça marche. Donc une fois que vous Bien. avez finalement, pardon, Vous m'entendez? s'il y a des questions, oui, on prendra les questions un petit peu plus tard. Je ne sais pas si c'est possible de les noter et on y reviendra un peu enfin juste après. Je peux pas noter, non, c'est juste pour dire que les pointages en bio, c'est pas autorisé. Hein. Ah, Donc, s'il l'est. Oui, oui. Bah, ouais, je sais pas, ils nous le proposent en tout cas. Donc,
C'est autorisé parce que le poussin n'est pas considéré comme bio. Il est bio à partir du moment où il arrive à la poussinière. Oui, non, mais là, on est d'accord, mais pour le bien-être de la poule, c'est pas une Bah oui, bonne sauf idée. Mais que enfin, bon. c'est quelque chose qu'ils nous proposent et concrètement, en tant qu'éleveur poule pondeuse, je n'ai jamais reçu des poulettes pas épointées. C'était la première fois que je voyais cette chose qui était possible. Et donc, du coup, Quand ils pointent, en étant moi, éleveur de poulettes, on a le choix. ah oui, on a le choix. Moi, ça fait 20 ans que je fais des poulettes. Soit je les achète un jour, soit je les achète prêtes à pondre. Elles sont jamais épointées. Et c'est en effet une demande spécifique qu'a fait Grand Pouvoir, parce que sinon, comme ils font partir tous les autres lots en même temps, par principe, elles sont épointées, et elles ne sont pas épointées si c'est une demande spécifique des éleveurs. Ah oui, il faut le Ok, demander parce que franchement, c'est pas utile. ça marche. Merci. Du coup, je vois bien les mains levées, hein, on prendra les questions un peu plus tard. Donc la phase d'après, finalement, une fois qu'on a commandé les poussins un petit peu en avance, on saute un petit peu un certain temps et on se retrouve à la préparation en fait des bâtiments. Donc là, ça peut durer. Enfin, il y a à la fois l'étape où il y a le vide et le nettoyage des bâtiments, et aussi du coup les quelques jours avant, voire la semaine avant, la préparation de l'élevage. Alors si on prend au tout début, justement, donc comment se passe chez toi, Michael, par exemple, la préparation de ces bâtiments dès le vide, la sortie des anciens animaux. Je dirais que ça commence dès qu'on vend ou qu'on sort ou qu'on transfère les poulettes du lot précédent, en fait. Moi, je pense que le nettoyage, on doit le faire rapidement avant que ça colle trop, entre guillemets. Donc moi, je nettoie tout dès que les poulettes sont parties et je remonte le matériel aussitôt. Et après, dans les 3 semaines précédant l'arrivée des poussins, je fais une double désinfection à 1 semaine et demie d'intervalle, à peu près. Voilà. Est-ce que Myriam, il y a des éléments aussi différents que tu veux rajouter par rapport à la pratique de Michael sur la préparation des bâtiments après le vide? Hum, J'ai pas les mêmes délais que Michael, étant donné que je fais peu de l'eau en comparaison de lui. Donc, du coup, globalement, c'est ce que je fais, mais c'est juste que j'ai plus de temps, quoi. C'est tout. Ça marche. Et donc là, on en arrive finalement à la semaine avant l'arrivée des poussins. Myriam, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu organises et tu prépares ton bâtiment à l'arrivée des poussins? Alors, les éléments principaux à mettre en place avant qu'ils arrivent, c'est déjà personnellement, je bloque en fait les, les espaces qui peuvent faire des courants d'air. Enfin, la trappe, par exemple, je la colmate, elle est fermée, mais en plus, je la colmate et je lance la chauffe. La chauffe, elle permet aussi d'enlever l'humidité. Donc, en fait, en fonction de la période, qu'elle soit estivale ou hivernale, ça met plus ou moins longtemps à sécher. D'autant plus que la désinfection, la dernière désinfection, en fonction de ce qu'on utilise, il y a un rinçage à faire ou pas. Donc, on rajoute de l'humidité. Donc, vraiment, il faut aussi prévoir assez en avance au final. Moi, je commence à chauffer si c'est vraiment trop humide 10 jours avant pratiquement. Pas à fond, parce qu'il faut évacuer aussi l'humidité et que voilà. Et puis il y en a à l'extérieur, donc c'est compliqué. Mais voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La veille de leur arrivée, je mets ma litière. Et la litière du premier jour, il n'y a que du copeau de bois. Une fois qu'elles sont un peu plus grandes, je la mélange avec du son de sarrasin, qui est notre produit annexe de la fabrication de la farine. Voilà. Ensuite, l'eau. J'ensemence l'environnement avec des bonnes bactéries aussi, que je mets aussi dans de l'eau. Et j'espère que je vais les poussins, enfin, à leur arrivée, mais ça, on en parlera après. Voilà. Il y a le paillage. Et puis, ah oui, et en fait, sur les photos qu'on a vues précédemment, on voit que j'ai mis un grillage à dinde pour réduire en fait la surface de la poussinière. Voilà, sur la première photo, on le voit bien, en fait, la litière, elle est démarquée. Et donc, en fait, il y a un grillage à dinde gris qu'on ne voit pas forcément là.
Voilà. Mm. Et on met en place les mangeoires, la nourriture. En fait, je prépare vraiment tout comme s'il était là pour que tout soit nickel le jour de leur arrivée. Et juste le chauffage, justement, tu as une sonde à quelle température tu vises d'être avant l'arrivée des poussins aussi. Alors, j'ai demandé pour chaque souche les fiches d'élevage technique du groupe de génétique. Je les prends aussi chez Hendrix Génétique. Il y a une personne adorable qui vous donne toutes les fiches nécessaires pour le suivi de l'élevage théorique, hein, bien évidemment, en fonction de plein de choses. Donc, je crois, je sais plus en fait, là, ça fait, ça fait 10 Ouais, ça semaines. marche. Elles ont 14 semaines, les filles. Les papiers sont dans la poussinière. Il y a la température environnementale et il y a la température au point le plus chaud. Et je crois que je suis à 34 degrés au point le plus chaud. Et la température environnementale, je ne sais plus à combien je la mets. Je crois qu'elle est à 29, un truc comme ça. Et donc, mon radiant, il est thermostaté et avec une régule automatique, hein. Et il est à gaz. Voilà. Ok, trop bien. Je sais pas si, Mickaël, toi, il y a des éléments qui sont un peu spécifiques aussi sur la préparation là, de l'arrivée des poussins sur la semaine d'avant. Est-ce que tu veux rajouter des éléments? Ouais, bah, on fait à peine pareil. Moi, j'ai un bâtiment qui est peut-être moins froid ou moins humide. Enfin, c'est pas les mêmes bâtiments. Moi, je mets le copeau. Alors, je sais pas si on peut remettre la photo où sont les poussins. Parce que les gens ont peut-être pas bien compris. Moi, je suis dans un bâtiment de pondeuse classique, hein. Vous voyez, il y a un caillebotis, il y a un grillage, Mm. il y a un pondoir, etc. Donc, je baisse. Il y a une bâche noire là, que vous voyez au plafond qui baisse et qui fait le compartiment pour les poussins. Il y a une rampe d'eau qu'on voit aussi, qui est suspendue. Oui, voilà. Voilà. Alors, il manque des éléments, là, je sais pas si oui, c'est qui sont autour. Donc moi, je mets les copeaux 3 jours avant, je mets environ 5 cm, et je mets en chauffe que 2 jours avant à 30 degrés. Enfin, je monte sur une journée de 25 à 30. Juste un petit indice qu'on m'a donné, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pour que les poussins soient bien, il faut que nous, on puisse s'allonger dessus et être bien aussi, ne pas avoir froid. Voilà. Ok, Euh, dans les étapes, oui, après, c'est plutôt l'alimentation, on verra après. ouais, ok. Donc, Donc, ouais, ça, c'est la préparation. Ok. ça marche. Et donc, du coup, les bâtiments sont prêts, reste à aller finalement chercher les poussins. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous vous mettez en lien justement avec les couvoirs dans le cadre des livraisons? Je sais que vous n'avez pas les mêmes pratiques, donc Myriam, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer comment tu récupères tes poussins? Euh, je pense que dans les faits, on a les mêmes pratiques avec Michael. On travaille avec Hendrix Génétique et en fait, de ce que j'ai compris de sa part, c'est enfin, enfin, comment dire, j'ai vu dans les camions d'Hendrix Génétique, si on a des très gros lots, c'est en caisse plastique, enfin, ou alors en petits cartons. Les petits cartons, c'est pour les petits lots. Et globalement, ils ne viennent jamais sur ma ferme, vu que j'ai une toute petite commande. Donc, du coup, ils profitent d'un long trajet pour s'arrêter à proximité, mais le à proximité peut être à 1 heure de route de chez moi. Et donc, du coup, il faut que je prépare mon camion. Je le chauffe. J'ai très chaud dans mon camion pour aller les chercher. Et ensuite, il y a un point de rendez-vous qui est donné. À ce moment-là, je récupère très vite les poussins, je les mets au chaud. Je ne contrôle rien au moment de cette livraison-là. C'est une fois arrivé à la ferme que je les mets au chaud dans la poussinière et que là commence ma partie où je pèse, où je contrôle la mortalité potentielle, l'état des poussins, etc. Voilà. Ok. Et Mickaël, oui, toi, tu vas les récupérer aussi en point relais, il me semble, les poussins. Est-ce que tu prépares aussi ta camionnette ou ton camion pour les récupérer? Alors, moi, je dirais que j'ai tout connu et là-dessus, il faut être, selon où on habite, selon où il y a les couloirs, il faut être un peu malléable ou prêt à tout. Moi, j'ai été approvisionné les 4 ou 5 premiers lots par l'Encrier, donc c'est dans le nord de la France, donc c'est à 550 km d'ici. Les poussins venaient par transporteur. Ils partaient à 17-18 heures le soir et ils étaient livrés le lendemain matin chez moi.
été comme hiver. Alors, quand il y a des extrêmes, ils livraient pas. Enfin, ils livraient pas, ils décalaient, mais il n'y avait pas trop de choix. Là, j'ai eu des surprises, hein. J'ai eu des morts dans les caisses. Enfin, c'était pas top. Donc, j'ai arrêté quand j'ai trouvé Hendrix. Et là, moi, j'ai eu 2 livraisons pour l'instant. Donc, une comme Myriam, où c'est arrivé à 20 minutes de chez moi. Donc, moi, j'ai des lots un peu plus gros. Mais ça change, à mon avis, pas grand-chose. Donc, ça arrive en carton. Et la seconde livraison, où là, j'ai pas été très flexible sur la date. Il n'y avait pas de livraison dans le coin. Donc là, je suis carrément allé chercher en Bretagne, donc à 350 km de chez moi. Avec mon camion, mais qui est un expert. Du coup, c'était au 15 juin, il faisait chaud. Moi, j'avais plutôt peur qu'ils étouffent, mais enfin qu'ils aient trop chaud. Donc, je m'arrêtais toutes les heures pour voir s'ils respiraient bien. Mais non, ça, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Ok. Et donc une fois qu'ils sont arrivés dans le bâtiment, que vous avez vidé finalement les cartons dans la poussinière, quelles sont vos premières manipulations des animaux? Est-ce que Myriam, tu veux partager ton expérience? C'est ce dont je parlais, en fait, je les Ouais. pèse. C'est la première chose que je fais pour... alors, je les pèse pas tous, enfin, ça dépend. Des fois, je les pèse tous, des fois, je les pèse pas tous. Ça dépend aussi de quelle a été la température que j'ai réussi à atteindre dans la poussinière, et ça dépend de la longueur du trajet. Euh, je m'adapte complètement, en fait. Et après, Mm. on les sort des cartons. Moi, je les prends dans les mains, 5 par 5, et je les mets aux endroits les plus chauds avec leur nourriture. Et une fois que tout le monde est sorti, je fais du bruit avec l'aliment pour qu'ils trouvent facilement, et je joue un peu avec les pipettes. Les premiers lots que j'avais faits, j'avais mis des abreuvoirs en plastique, là, des petits abreuvoirs. Et les pipettes, je les avais descendues après, mais finalement, je me suis rendu compte que les pipettes, ça va aussi. Ils s'adaptent bien, et plus ils l'ont tôt, mieux ça se passe après. Donc, je trouve qu'ils boivent plus au final. Parce que j'ai des pipettes chez les poules pondeuses, et je vois bien que l'adaptation, en fait, elle se fait très facilement lorsqu'on la remet dès le premier jour. Voilà. Ok. Et toi, je crois, Mickaël, on voit que c'est pas exactement des pipettes que tu as pour l'eau. Enfin, il me semblait que ça faisait un peu comme des godets dans la photo que tu avais partagée. Est-ce qu'il y a voilà, des différences par rapport à ce Ouais, qu'a alors, présenté Myriam? j'ai évolué depuis ça. Euh, Quand on a alors je vais reprendre depuis à l'arrivée des cartons. Quand on a un Oui. bâtiment en long comme moi, moi je dispose tous les cartons sur la longueur du bâtiment avant de les vider. Parce que les poussins, au début, ils bougent pas beaucoup. Donc si on met tout d'un bout, ils vont pas bouger. Ça, c'est un premier détail. Après, moi, l'aliment, il est posé sur des journaux, du papier journal, et je dépose les poussins presque dessus pour que tout de suite ils trouvent à manger. Donc ça, c'est important. Et les 3-4 premiers jours, tout l'aliment, je le mets sur papier journal. Et l'eau, alors moi, j'ai fait un peu l'inverse de Myriam. J'ai démarré qu'avec des pipettes. J'ai trouvé ça dangereux. Enfin, dangereux, je pense que j'en perdais. J'ai rajouté des abreuvoirs à niveau constant. Et depuis, j'ai même rajouté des soucoupes de pot à fleurs, là. Et je mets de l'eau à l'arrosoir dedans, les 2, 3, 4 premiers jours. Et quand ils courent, ils vont dedans. Et un poussin, ça s'hydrate aussi par les pattes. Ça, je trouve que c'est important. Et le dernier lot, alors c'était un lot d'été, hein, c'était peut-être plus facile, mais non, c'est au mois de septembre. Sur les 8 premiers jours, j'ai perdu que 0,5%, je crois. Donc je me suis dit que toutes ces petites mesures, ça devait avoir son effet quand même. Ça marche. Donc là, la première semaine reste une semaine où il y a pas mal de surveillance. Vous passez combien de fois dans les bâtiments sur la première semaine? Enfin, je sais pas si vous avez en tête quelque chose là-dessus. Moi, j'ai rien en Euh, tête, hein. Je suis en fonction, et j'y vais souvent. On y va souvent parce qu'il y a plein de petites choses qui peuvent arriver, et c'est très curieux. Donc, ça peut aussi se blesser. Et enfin, voilà. Non, Après, je l'ai à proximité du lieu où je vis globalement, donc j'entends à peu près tout ce qui se passe. Ça, c'est plutôt rassurant.
Ouais, je pense que le démarrage, c'est primordial. Moi, le premier jour, j'y vais toutes les 2 heures. Alors, ça dépend à quelle heure Enfin, oui, peu importe, mais jusqu'à 22 heures le soir pour les faire bouger, pour qu'ils mangent, pour qu'ils boivent. La première nuit, je laisse l'éclairage. Et après, le deuxième jour, j'espace un peu, hein, toutes les 3 heures. Et puis après, le troisième jour, toutes les 4 heures. Et puis après, ils sont démarrés. Mais oui, je suis assez d'accord avec Myriam. Il faut être là, surveiller, les faire bouger, contrôler la température. S'ils se mettent froid, ça veut dire qu'ils ont froid. Voilà, c'est hyper important. C'est 3 jours, hein, 2, 3 jours. Ça marche. Donc, une fois que le démarrage est passé, finalement, on passe dans une phase plus de suivi et de soins des animaux, donc jusqu'à la fin de leur élevage en phase poulette. Alors, l'idée, c'était qu'on puisse un peu plus parler, voilà, des pratiques d'élevage sur toute cette durée-là. Mickaël, tu me parlais de l'importance aussi de l'ambiance dans les bâtiments sur cette phase, enfin, sur l'élevage des poulettes. Est-ce que tu veux préciser un petit peu voilà, comment est-ce que tu mesures ton ambiance et quels sont les critères que tu regardes en particulier? Euh, donc, ouais, durant toute la phase d'élevage, en général, enfin, moi, je pilote avec 3 idées en tête, enfin, 3 points qui sont importants, c'est l'ambiance, l'aliment et l'eau. On m'avait donné cette habitude en lapin et je l'ai gardé avec les poules et les poulettes. L'ambiance, moi, j'ai un hygromètre dedans. Et puis après, j'ai ma sonde de température. Et tous les jours, j'ai un suivi technique de mes poules et des poulettes. Tous les jours, je relève la température moyenne qu'il a fait la veille avec le mini-maxi, la quantité d'eau et la quantité d'aliments consommés. Donc ça, c'est déjà avant de rentrer dans le bâtiment le matin, j'ai ces critères-là. Voilà. Après, après l'ambiance, je dirais qu'on le sent aussi quand on rentre, hein. Euh, Si ça ventile pas assez, si ça sent l'ammoniac, ça ventile pas assez. S'ils ont tendance à être tous éteintes, c'est qu'ils ont froid. Enfin voilà, c'est. Et après, moi, au fur et à Mm. mesure des semaines, alors le chauffage, en fait, la règle en général, c'est de baisser, enfin d'avoir 20 degrés au bout de 3 semaines. Donc on baisse d'1 degré tous les 2, 3 jours, selon comment on le sent. Et après, moi, je commence à ouvrir mes bâches vers 4, 5 semaines, 5, 6 semaines, ça dépend de la saison, pour qu'il y ait une circulation d'air. Ok. Ça, c'est pour l'air. Euh, On verra l'aliment après, peut-être. Tu peux, vas-y, enfin, tu peux. Oh, si Myriam, tu voulais dire quelque chose sur l'ambiance, il y a peut-être des différences aussi. Non, c'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de choses automatisées. Il y a chez Nickel et juste à bas coût, on peut aussi le faire juste en achetant des petits thermomètres, hydromètres, enfin, ouais, non, c'est ça, hygromètre, qui Oui. nous indique en fait la température et l'humidité qu'il fait dans la poussinière. Et donc, moi, j'ai acheté 2 petits thermomètres, mais ça coûte 4 euros, 5 euros. Et en fait, j'en mets un sur un mangeoir en dessous du radiant et un à côté de la porte, là où potentiellement il ferait le plus froid. Et donc, du coup, moi, c'est pas des relevés automatiques qu'il y a, mais en tout cas, à chaque fois que je rentre, je peux checker et voir si tout est OK. En plus de, effectivement, ce qu'on ressent quand on rentre. Ok, Ouais, alors, ça non, marche. mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Myriam. On peut le faire. Moi aussi, j'ai des thermomètres manuels, ça n'empêche pas. Et en Oui, fait, j'ai cet équipement-là parce que donc le bâtiment, lui, après, il est ventilé avec des fenêtres qui s'ouvrent et qui se ferment et qui sont sur sonde. Donc, j'ai l'équipement automatique, enfin, bah de oui. base, quoi. Non, mais c'est top ce que tu as. Oui, oui, non, non, mais on peut faire avec moi, je suis 100 fois d'accord, il n'y a Ouais. pas de souci. Ça Euh, marche. ouais. Au niveau Est-ce de que peut-être, l'aliment, ah, pardon. ouais, si vous voulez parler de l'aliment, parce que j'allais dire, sinon avec l'ambiance, on peut aussi parler de la lumière et de la luminosité dans les bâtiments. Peut-être que ça peut être ça fait l'ambiance globale. Mhm. Moi, j'ai un Est-ce bâtiment plutôt que, clair. ouais, voilà. Mm. J'ai un bâtiment plutôt clair où en fait c'est un monopente avec sur le pignon sur 50 centimètres au niveau du plus haut. On le voit pas. Bah, c'est parfait. Ah, En fait, c'est dommage. il y a du polyuréthane, c'est ça?
Donc en fait, la lumière est traversante côté est et côté ouest dans le bâtiment. J'ai la lumière naturelle qui rentre par là et j'ai une fenêtre au nord, plus la trappe, plus la porte si nécessaire. Voilà, donc globalement, c'est un bâtiment plutôt très clair. Il n'empêche que du fait que les poules sont habituées, mais vraiment à tout plein de bruit dès le début, j'ai des poules beaucoup plus apaisées à la fin que ce que j'avais quand j'en commandais dites prêtes à pondre. C'est sans commune mesure, j'ai plus de piquage, donc voilà par rapport à l'ambiance lumineuse. Ensuite, par rapport à ce que je pourrais moi mettre en programme lumineux, c'est dépendant de la saison, vu que je fais beaucoup avec la lumière du jour. Effectivement, en hiver, si je ne rallonge pas le temps lumineux en journée, mes poussins ne prennent pas le poids. Et comme les 3-4, la première semaine, elle est ce qu'elle est, il faut que les poussins mangent. Donc, je mets de la lumière à ce moment-là, voilà. Et je mets en fonction de quelle est... Là, par exemple, j'ai plus besoin de la lumière, clairement. Mais quand on est au 21 décembre, ouais, c'est ça, quand on est au 21 décembre, oui, la lumière, elle est au moins là 10 heures, quoi, au moins. Ok. Et au 21 décembre, ils ont quel âge, pardon, les poussins Ça dépend, c'est juste qu'au 21 décembre, c'est le temps lumineux le plus court naturellement. Oui, de 8, Donc ouais, là, de 8 heures. voilà. Si je les Ok. démarre à ce moment-là, ils ont au moins 10 heures. Et c'est pas ce qui est préconisé, hein. Préconisé. Et toi, Mickaël, justement, sur les programmes lumineux, ton bâtiment, il est clair aussi ou il est sombre? Non, alors Et on comment voit tu la lumière? j'ai des fenêtres qu'on voit sur la photo du milieu, ouais, voilà, par là, mais qui sont pas très grandes, donc il est pas très clair. Enfin, ça dépend, hein. L'été, ça va, mais l'hiver, non. Donc moi, j'ai l'éclairage tout le temps. Et je démarre avec environ 13 heures, enfin non, 14 heures par jour. Et ça reste tout le Ok. temps, sauf l'été en journée, mais matin et soir en fait. D'accord. Donc tu gardes un programme à 14 heures et est-ce que à la fin, on avait vu un petit peu il y a un mois que les programmes lumineux classiques faisaient une stimulation lumineuse à la fin, juste avant l'entrée en ponte. Est-ce que toi tu as cette stimulation lumineuse-là en fin de lot, enfin jusqu'à autour de Moi, 17 semaines? oui, je monte d'une heure, je monte à 15 heures pour les préparer un peu, mais pas plus que ça. Enfin voilà, je monte à la fin d'une heure, ouais. Ok. Donc en routine, tu es sur un plateau finalement à 13-14 heures de lumière et tu stimules sur les dernières semaines pour monter à 15 heures de Ouais, lumière. c'est ça. Ok. Et du coup, oui, on peut peut-être parler de la gestion de l'alimentation. C'est ce que vous vouliez ajouter tout à l'heure. Mickaël, toi, comment est-ce que tu gères l'alimentation? Quelles sont tes phases d'aliments? Avec qui tu travailles aussi en termes de fournisseurs? Quelle est la forme de l'aliment? Est-ce que c'est en miettes? Est-ce que c'est en farine? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous donner plus d'infos sur ton alimentation? Alors ça, c'est une partie importante. Moi, je travaille avec les établissements Mercier en Vendée, c'est un spécialiste de l'aliment bio. Et je suis leur programme classique hein, classique, oui. Pour l'élevage des poulettes, j'ai un aliment pour le premier mois, qui est plus riche en protéines, autour de 21-22. Un autre pour le deuxième mois. Et après, à partir du troisième mois, c'est l'aliment poulette classique, un peu moins riche en protéines. Voilà, C'est c'est un en aliment qui est en miettes. farine, en Non, non, miettes, tout oui. est en miettes, ouais. Tout est en miettes. J'ai toujours fait comme ça fonctionne bien. Après, moi, avec mon type de bâtiment, j'ai vraiment deux phases. J'ai une phase de la première à peu près à la 7e semaine, où c'est une alimentation manuelle au sol. Et à partir de la 7e, j'ouvre mon bâtiment. Et là, les poulettes sont incitées à monter sur le caillebotis. Et là, je commence à mettre l'alimentation en automatique. Ouais, voilà, là. On voit les auges plates devant les perchoirs. Et là, j'ai quand même une phase de transition qui, je trouve, assez difficile, où pendant presque 3 semaines, je mets de l'aliment encore à la main au sol, le temps qu'elles montent toutes s'habituer à manger là-haut. Mais souvent, vers la fin de la 8e semaine, j'alimente plus à la main, c'est tout en automatique.
Ok. Et Voilà. Myriam, toi, comment est-ce que ça... Pardon, Comment? excuse-moi. J'avais demandé à Myriam comment ça se passait, parce que je vois l'heure qui tourne et du coup, Ok. il faut qu'on aborde les derniers points. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, vas-y, hein, mais... Non, mais après, vas-y, Myriam, c'est bon. Ça marche. Moi, pour le démarrage et le croissance, c'est pareil que Mickaël, sauf que je travaille avec l'UFAV. Donc, du coup, il y a un poulet démarrage pendant un mois, ensuite pendant un mois de l'aliment croissance. Et par contre, comme je fais une partie de mes céréales, à partir de la 9e semaine, il y a une transition. Et en fait, à l'aliment 100% du deuxième mois, j'intègre d'ores et déjà 30% de mes céréales. Et chaque semaine, j'augmente de 10% et j'arrête à 70% de mes céréales et 30% de l'aliment croissance. Et ça, jusqu'à ce que mes poules fassent en moyenne 1,5 kg, 1,6 kg. Et ensuite, on passe sur de l'entrée de ponte. Voilà. Et là, bon, c'est encore une autre formulation avec des céréales de la ferme. Voilà. Ça marche. Et comment est-ce que tu distribues là? On voit notamment là pour les poussins, Oui. c'est l'aliment qui est là. Ouais. Alors, il y a les petits trucs colorés. Là, en fait, c'est des ramequins à peau. À peau de jardinier, là, enfin, comment ça s'appelle? Je sais pas. Bon, bref, c'est là-dedans que je donne à manger la première semaine, 2 semaines, oh, je sais plus. Et puis à partir d'un certain âge, en fonction de leur taille, je le mets dans les mangeoires que vous voyez suspendus. Mm. Et dans le poulailler mobile, j'ai une chaîne plate. Et donc, du coup, comme elles ont un changement complètement en fait, de bâtiment, il y a aussi le changement d'alimentation qui vient. Et donc, ça se fait, hein. Elles ont un peu peur du bruit, mais ça se fait bien parce qu'elles ne sont pas habituées au bâtiment, donc elles ne peuvent pas retrouver leurs anciens mangeoires. Elles mangent. Il y a pas... La transition se fait plutôt bien de ce côté-là. Ok. Et quand on parle de transition, du coup, est-ce qu'on peut peut-être aborder rapidement comment vous gérez l'accès au parcours en phase de poulette? À partir de quel âge vous donnez l'accès? Et comment est-ce que vous ouvrez, fermez vos trappes? Myriam, si tu veux commencer. Mes trappes, je les ouvre en fonction de la... Alors, il faut que la plumaison soit achevée, pour moi, de mon côté. Il faut que la plumaison soit entièrement achevée. Ensuite, je préfère qu'elle kiffe vraiment pouvoir sortir. Donc, je regarde la météo. Il faut au moins qu'il y ait 3 jours sans grand vent et sans grande pluie pour que je la rouvre. Donc, en fait, ça oscille entre, je sais pas, 7 semaines et demie et 10 semaines. Ça dépend vraiment de la météo. Voilà, Tu veux dire, tu les uniquement ouvres ça. à partir de 7 semaines et demie ou tu les laisses dehors pendant... Tu les ouvres à partir de 7 semaines Ouais, c'est ça. Entre la 9e semaine et demie ou la 10e semaine, selon la météo, elles ont accès au parcours. Une fois Ok. qu'elles ont accès au parcours, les trappes sont ouvertes de 8h15 du matin à l'heure de fermeture, c'est quand la nuit tombe. C'est des trappes automatisées. C'est moi qui mets l'heure en fonction du coucher du soleil. Donc là, par exemple, ça pourrait être, je sais pas moi, à 19h30. Et donc tu les ramasses pas, enfin elles rentrent toutes seules dans le bâtiment. Oui, les 2 premiers jours, je les rapatrie doucement vers la trappe. C'est pas moi qui les rentre, je les rapatrie doucement vers la trappe. Et donc, une fois qu'il fait nuit, de toute façon, elles rentrent. Voilà. Et la trappe se ferme Ok, doucement, tout va bien. ça marche. Et toi, Mickaël, comment est-ce que ça se passe dans ton bâtiment? Je vais juste revenir quelques secondes sur Oui, la fin du chapitre alimentation. ok, pardon. Pour faire une poulette, on compte, c'est un point technico-économique, mais qui me semble important. On compte environ 6,5 kg d'aliments pour faire une poulette. Et en même temps, il faut qu'elle fasse, comme l'a dit Myriam, entre 1,5 kg et 1,6 kg à 126 jours, enfin à 18 semaines. Donc moi, j'ai un peson automatique qui me pèse les poulettes tous les jours. Donc je sais qu'il faut qu'elle fasse en moyenne 12 grammes de croissance par jour. Donc ça, c'est important. Et je pilote aussi l'alimentation un peu avec ça. Voilà. Le dernier lot, par exemple, qui est parti fin janvier, j'ai fait des poulets d'1,5 kg avec 6,3 kg d'aliments. Ça a bien fonctionné, mais ce n'est pas toujours le cas. Le lot d'avant, il avait fait lui presque 7 kg. Moi, je suis à 7,5 kg à peu près. Ouais. Mm. Ça dépend de plein de facteurs, Oui, enfin, notamment de la qualité des aliments, de la saison, etc. Et
pour l'accès au parcours, donc moi j'ouvre à partir de 10 semaines à peu près. C'est des trappes automatiques. Donc elles s'ouvrent, j'ouvre le matin vers 10h, vers 10h, elles s'ouvrent. Et elles se ferment à la tombée de la nuit, après la tombée de la nuit. Moi, j'interviens pas du tout. Alors les premières fois, il y en a qui se font avoir, qui restent dehors la nuit, mais quand elles se sont fait avoir 3 fois, après elles comprennent qu'il faut rentrer. Voilà. Ok, ça marche. Eh ben, je vous propose quand même qu'on passe à la suite afin de pouvoir prendre quelques questions. Donc, assez rapidement, est-ce qu'on peut discuter de comment est-ce que vous occupez du transfert? Donc, pour le coup, pour Myriam, toi, elle reste sur ta ferme. Donc, ce que tu expliquais, c'est que tu les changes de bâtiment, c'est ça? Tu passes de la poussinière au bâtiment mobile. On fait ça en début de nuit, on prend des caisses de transport, on a un quad avec une remorque et en fait, il y a 100 mètres à faire, mais bon, voilà. Donc on le fait de nuit et on n'allume rien, on fait au toucher. Ça se passe très bien, on a besoin d'être 1, 2, 4. Voilà. Et Ok, ça se fait en 1 heure. En 1 heure, on a fini. Et par contre, elles sont réceptionnées dans le bâtiment allumé. Voilà. ok, ça marche. Et toi, Michael, donc tu disais, tu fais à la fois ton auto-renouvellement et aussi de la vente. Comment est-ce que tu as mis en place la vente à des pairs et comment ça se passe le transport et la vente pour les autres éleveurs? Alors déjà, d'abord pour celles que j'auto-renouvelle, moi mes bâtiments ils sont espacés de 3-4 mètres. Donc j'ai fait un couloir et je les emmène par petits lots de 200. Je les fais avancer tout Mm. doucement et je les transfère comme ça. Voilà, faut 3 heures, 3-4 heures pour les 1300, mais ça se fait, en faisant attention. Et pour ce que les ventes à l'extérieur, alors ça s'est fait par le bouche à oreille, hein. Les gens ont su que j'avais de la place et puis voilà. Et pour l'enlèvement, en fait, je convoque la dernière fois, il y avait 5 éleveurs, tout le monde à la même heure, et on s'entraide, parce qu'il y a les couleurs aussi à gérer, parce que il y a 3 couleurs, 4 couleurs, il y avait même. Et à tous, on met 2 bonnes heures, je crois, la dernière fois, à mettre en caisse. Puis chacun repart avec ses Ok. poulettes. Voilà. Donc tous les éleveurs viennent avec leur propre caisse et Oui, repartent voilà, avec leurs ouais, aliments. Ok, c'est ça. Ça se passe bien. ça marche. Et est-ce que c'est contractualisé cette vente ou est-ce que enfin, comment est-ce que vous êtes Alors, organisé? j'avais le dernier lot, il y avait 5 éleveurs, dont 2 ou 3 que je connaissais pas beaucoup et qui venaient de plus loin. Enfin bon. Et vu le nombre d'animaux, en fait, j'ai fait payer un acompte de 4 euros par poulette quand elles sont rentrées là en octobre. Enfin, voilà. Pour moi, Ok. ça valait contrat et puis ils ont payé le solde après l'enlèvement. Ok, ça marche. Et donc, on voulait prendre un petit temps aussi. Au dernier webinaire, il y avait eu pas mal de questions sur le coût, les coûts de production des poulettes. Donc, on a pu refaire un peu ces calculs avec Michael et Myriam sur les coûts de production. Donc, c'est ce que je vous partage ici. On a donc pour Michael, alors c'est pas exactement les mêmes chiffrages. Est-ce que Michael, tu veux décrire comment est-ce que tu as chiffré justement ton coût de production? Est-ce que voilà, tu veux commenter ça en direct? Non, oui, après, enfin, là, le lot, c'est le dernier lot hein, qui est parti en janvier. Il y a l'achat des poussins, il y a les 3 aliments que j'ai mis avec les kilos et les euros. Parce qu'on parle souvent d'un coût poussin-aliment pour les poulettes. Donc voilà, ça fait une poulette qui, avec le poussin et aliment, est revenue à 6,70. C'est ce que je vous disais, 6,3 kg d'aliments. Et après, moi, j'ai Mm. rajouté un peu enfin, je compte un peu les charges de structure. Alors, le gaz, la main-d'œuvre, moi, je compte tout le temps que je passe. L'eau EDF. Et le grand débat, c'est un peu l'amortissement, hein. Qu'est-ce qu'on compte dans un bâtiment poulette? Moi, en fait, j'ai compté l'aménagement, ça m'a coûté un peu moins de 15 000 euros. J'en ai fait beaucoup par moi-même. Et j'ai amorti ça sur 7 ans, c'est pour ça que j'ai mis 2 000 euros par an. Mais bon, ça veut Ok. tout dire et rien dire, hein. Mais c'est mieux que Mm. rien. Ce qui fait Ça marche. qu'on est sur un total de 15 000 euros pour ce lot, ça fait 9,90 par poulette. Je vois qu'on n'est pas si loin avec Myriam, donc voilà. Mais ça Oui, mais fait moi, j'ai pas que... compté les charges Ouais, pardon, j'ai pas compté la main-d'œuvre. la main-d'œuvre, ouais, ok. Main-d'œuvre. Oui, c'est vrai. Mm.
Voilà, c'est en perpétuelle augmentation. Depuis 4 ans, tout augmente, tout le temps. Ok. Et ouais, Myriam, est-ce que tu veux aussi partager, enfin je sais qu'on avait parlé notamment, sans rentrer forcément dans le détail, enfin tu peux rediscuter sur l'amortissement du bâtiment éventuellement, mais on avait parlé notamment du coût de la poulette. Je sais que c'est quelque chose qui a pas mal évolué. Est-ce que tu veux dire aussi un mot là-dessus? Je suis pas aussi sérieuse que Mickaël là-dessus. Je le fais pas chaque année. Je cherche systématiquement des choses à améliorer pour que ça coûte moins cher. Par exemple, au démarrage, on tente, donc du coup, on investit pas forcément, on réfléchit pas à des grosses solutions. Par exemple, on est passé des petites bouteilles de bus gaz à un gros système. Ça fait économiser, je sais pas moi, en gros, à l'année pour mettre en fait. C'est plus ça que je regarde plutôt que le coût final, étant donné que nous, ce qui était vraiment le critère principal lorsqu'on a mis en place la poussinière, c'était qu'on gagne en sérénité sur l'élevage poule pondeuse parce que vraiment c'était compliqué. C'était très très compliqué à gérer. J'avais des folles, mais vraiment. Et peu importe ce qu'on mettait en place, ça n'allait pas. Et là, depuis que nous on fait nos de poulettes, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que je compte la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre que je mets pas à la poule chez une poule pondeuse pour qu'elle soit à peu près ok, et ben du coup en fait elle est investie chez les poulettes. Voilà. Sinon la pondeuse, vu que nos céréales elles sont autoproduites quoi. C'est je vois la grosse différence. Ok. C'est vrai que ce qu'on avait noté, enfin, il y avait vraiment plus, il y avait à peu près 7 kilos, donc là 6,3 kg par exemple d'aliments consommés par poulette chez Mickaël, mais en effet c'est aussi des céréales qui sont autoproduites, donc c'est un aliment qui est un peu différent et qui n'est pas sous forme de miettes mais sous forme de farine. Donc ça a forcément aussi des impacts, mais du coup ça, on s'y retrouve aussi économiquement avec le fait que les céréales autoproduites coûtent moins cher que l'aliment. Et ben on est un peu en retard, donc on va prendre des questions si ça vous va pour pouvoir prendre dans les conversations. Oui, il y a eu des éléments un peu au fil de l'eau aussi en fonction des différentes étapes qui ont été posées. La première, justement, pour reprendre la vaccination et l'arrivée au couvoir, c'était spécifiquement est-ce qu'il y avait un vaccin salmonelle et puis après la question, il y a des vaccins qui sont refaits en râle pendant la phase poulette. Je peux répondre si vous voulez. Vas-y. Le vaccin salmonelle existe. Le vétérinaire que j'ai et d'autres éleveurs à qui j'ai parlé ne sont pas forcément convaincus de ce vaccin qui ne fonctionne pas grandement. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, pour les rappels, c'est ça, il me semble? Oui, il y en a à faire. Il y a la bronchite infectieuse qui a à faire. Il y a Avignou qui est le vaccin de la maladie Newcastle qui est à déclaration obligatoire. Voilà, ça c'est ce que je prends. Le Marek, il n'y a pas forcément de rappel, je crois. Mickaël, tu sais ou pas? Je sais pas, j'en fais pas. Ok, ok, d'accord, tu fais pas de rappel. Bon bah voilà. Cependant, Si, je les pense qu'il y en vaccins a. et les rappels qu'on doit opérer normalement, on le fait sur des animaux qui ne présentent aucune problématique. Ça fait quand même 2-3 lots donc je ne mets pas les rappels sur mes poussins qui déjà sont en lutte contre un parasite. Voilà. Oui, du coup, les plans de vaccination sont aussi à discuter avec les vétérinaires que vous avez qui suivent la ferme. Ok, ensuite il y a eu des questions par rapport aux premières tâches. Alors notamment, Myriam, tu as dit que tu pesais les poussins en arrivant et quelqu'un se demandait à quoi ça servait. Ça sert de voir avec quoi je pars. Voilà. C'est-à-dire que un poussin, ça pèse très léger, et donc les quelques 5 grammes de différence en moyenne, ça va peser dans le gain pour plus tard. Voilà. Et après, si tu disais que tu vas mesure au-dessus de
je le pèse, pas systématique. C'est pour 5% ou par lot de plusieurs pourcents? Non, plus important. Ok. Ok. Et toi, Mickaël, tu sais, tu avais un pesant automatique, c'est bien ça, donc ça se fait tout seul et tu Ouais, j'ai un pesant récupères les automatique. résultats. Ouais. Et puis là, dans le cadre du suivi, moi aussi, alors j'ai pesé au bout de 2 semaines, hein, moi je pense. J'en ai pesé 30, 10 de chaque race. Et j'ai refait la même chose au moment de la vente. Pour Ok. avoir des poids plus précis. Et quand j'ai un doute, Ensuite, j'ai des questions donc plus sur la partie suivi, ambiance et notamment aliments aussi. Il y avait la question sur l'aliment 100% bio, notamment Mickaël, je pense. Est-ce que ton aliment est actuellement 100% bio? Et si oui, est-ce que tu rajoutes des compléments par rapport à d'aliments? Et sinon, est-ce que comment t'envisages l'évolution avec la réglementation? moi, alors pour les pondeuses, je suis en aliment 100% bio Ouais. depuis le départ. Pour les poulettes, normalement, maintenant, c'est obligatoire. Mais Je crois non, pas. Non, c'est La une limite, dérogation c'est qu'il y a une- jusqu'à là, il y a 2026, toujours. justement. Non, bah Ou alors pour les, ouais. 2020, ouais, plus tard. Pour les poulettes, je prends l'aliment Ah, classique, c'était donc ça. Ouais. comme les autres. Oui, en fait, il y a très peu de fabricants d'aliments qui proposent un aliment 100% bio pour les poulettes. Enfin, il n'y en a même quasiment aucun, si ce n'est, on a discuté avec Marion assez récemment. Donc, pour le coup, ils avaient tenté, ça a plus ou moins bien fonctionné. Mais donc, en effet, c'est sur dérogation jusqu'au 31 décembre 2026 où il est autorisé d'utiliser 5% de matières premières riches en protéines, qui sont le gluten de maïs, le concentré protéique de pommes de terre, par exemple, et qui continuent donc à être utilisés pour les poulettes. Mais donc, il y a de la recherche qui va venir sur ces questions d'aliments 100% bio pour ces poulettes. Peut-être une autre question sur l'ambiance, mais différente. C'est est-ce qu'il y a des perchoirs pour les poulettes Oui, dans les bâtiments? il y en a, mais on les met pas. En tout cas, pour ma part, je les mets pas au premier jour. Ils sont incapables de monter dessus. Je les mets quand ils cherchent à se percher, en fait. Et ça vient à peu près à quel stade? Alors, ça dépend. La rousse, elle est plus précoce que la noirance. Ça se voit. Je sais pas, je suis désolée, je le fais tellement à l'œil, en fait, que je note Ok. pas tout ce que je fais dans le suivi avec le gars. On va bien l'écrire, mais voilà. Non, c'est pour Voilà. avoir des ordres d'idées, mais après, c'est aussi une réponse de le dire que ça se fait à l'œil en surveillant les poulettes, hein. Ouais. Mm. Quand Et elle te chez grimpe moi, dessus, quand on se met accroupi, qu'elle te saute dessus, généralement, c'est un bon signe. Et Mickaël, ouais. elles ont accès quand j'ouvre à partir de 6 semaines sur les perchoirs directs. Mais je pense que si elles les avaient avant, elles iraient un peu avant, mais elles les ont pas. Donc voilà. Elles montent sur la pipette, ce qui est pas mieux. Après, il y a eu que beaucoup d'autres questions, hein, mais je vois que l'heure tourne. Alors, je sais pas, il y avait une question aussi un peu plus En- globale sur les difficultés rencontrées liées à l'ouverture du parcours. Oui, C'est- peut-être ça peut être la dernière question justement avant qu'on clôture. Quelles sont les difficultés que vous avez le plus rencontrées sur votre élevage et comment vous avez levé aussi ces difficultés au fur et à mesure? Mickaël, si tu veux commencer. C'est une bonne question. C'est pas le parcours. Moi, je vois que les gens, enfin, sont beaucoup interrogés par le parcours ou par la lumière. Pour moi, c'est pas ça. C'est vraiment. Alors peut-être c'est la configuration de mon bâtiment qui fait ça, mais c'est l'ambiance, maintenir une bonne ambiance, une ventilation suffisante sans qu'elles aient froid. Et puis, ouais, qu'il n'y ait pas d'étouffement. Et puis après, la coccidiose, quand même, ça fait 2 lots que je suis un peu embêté par la coccidiose. Donc, qui dit coccidiose dit qu'il y a eu un stress ou quelque chose, quoi. Donc, c'est vraiment ces 3-4 premières semaines où il faut être concentré. Enfin, moi, je dis souvent, j'y passe pas beaucoup de temps, mais quand on y est, il faut être concentré sur tous les paramètres. Moi, la Mariam? coccidiose, elle est intervenue après un vermifuge, par exemple. Ouais.
pas bah sans ouais. forcément le stress ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, en fait, enfin, je sais pas, c'est un affaiblissement général qui est lié soit à une mauvaise environnement, soit à un coup de stress, soit, enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent à la coccidiose de prendre le dessus, hein, clairement. La coccidie, pardon. Ouais. Et du coup, là, en ce moment, enfin, clairement, c'est une problématique, surtout avec l'hiver qu'on vient de passer. Et puis, moi, j'ai eu de l'histomonose. Voilà, ouais. Donc, je pense que je l'aurai peut-être plus ou moins tout le temps, mais en fait, ça va. Là, les premières poulettes, enfin, qui ont eu ça, elles ont eu le pic de ponte. Là, on a été à 98% de ponte, c'est pas mal. Ah oui. Ouais. On s'y fait. On verra plus tard, au fur et à mesure, si ça évolue plus ou pas. Mais en tout cas, les parasites, en fait, enfin, comme les poules pondeuses par rapport aux parasites, quoi. Parasites. Plus que les maladies, plus que la lumière, plus que le parcours, comme tu disais. Une fois qu'on a un bon cadre pour, voilà, quel est l'ordre de consommation à peu près, quel est l'ordre de consommation aliments, aussi bien que eau, aussi bien qu'on a le suivi technique, c'est OK. Et en fait, il faut juste s'adapter à tout ce qui nous arrive. Et donc, l'humidité, ouais, c'est ça, l'adaptation. Ok, ça marche. Donc, principalement, il y a des problèmes plutôt de l'ordre sanitaire. Et après, c'est vrai que vos systèmes d'élevage correspondent aussi à vos objectifs. On n'en a pas parlé. On aurait peut-être, enfin, si vous pouvez peut-être partager quand même ces données-là, de se dire, pour vous, vos poules pondeuses, elles doivent pondre, enfin, comment est-ce que vous êtes satisfait de votre production en poules pondeuses? Est-ce que vous cherchez aussi une longévité de ponte spécifique? On peut peut-être finir là-dessus avant de clôturer le webinaire. Est-ce que, Mickaël, je sais que c'est un sujet, la longévité de ponte, notamment sur ton élevage. Est-ce que tu veux en dire un mot? Ouais, ouais, alors, j'ai pas un recul énorme, mais moi, j'ai un grand lot, donc j'arrive pas à avoir enfin, je sais pas, ouais, les mêmes performances que Myriam, par exemple. Moi, ce que je vise, pour l'instant, c'est 80% de taux de ponte moyen sur 15 mois. Après, je suis conscient que 15 mois, enfin, pour moi, c'est pas assez. Donc là, je vais faire 16 mois. Euh, voilà. L'objectif, c'est ça. Euh, je me dis, mais j'ai peut-être pas raison, que les pics à 93-14%, j'en veux plus. Je préfère qu'il y ait un peu moins et puis que ça soit plus long. Mais on verra. On verra. Ok. Et juste dans ton système, tu sais à quel âge elles commencent à pondre, tes poules? Dans mon système à moi, oh Oui. bah, elle commence à, bon, ça dépend des lots puis de la saison, mais à 18-19 semaines, les premiers œufs. Et là, le lot qui avait 18 semaines le 20 janvier, elle démarre la 25e semaine. Elles sont pas hyper précoces. Ce matin, on est à 73% de ponte. Elle monte. Ok, Elle monte bien. ça marche. Et Myriam, du coup, toi, au terme d'objectifs et de résultats? Nous, enfin, on stimule pas beaucoup à l'entrée de ponte. Quand je parle de 95-98, il y a eu un lot, le premier lot qu'on a fait poulette, enfin, élevée à la ferme. On a eu 99,9% de ponte sur 2 semaines. C'était incroyable et c'était les premières poulettes qu'on avait faites. Et pour autant, on n'avait pas stimulé plus que ça, vu que le jour était croissant. On a laissé faire. Donc je ne vois pas en fait comment baisser cette chose-là. Mais après, le premier lot de poulettes, ça a été le plus beau qu'on ait réussi à faire. Et ensuite, globalement, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on les garde environ. Attendez, que je fasse pas de bêtises. Pour... On est sur du plus d'1 an et demi de ponte, hein, j'entends. Et il faut qu'à l'année, j'ai 400, donc par lot, 180 œufs par jour à l'année. Voilà. Vendable. Ok. C'est ça en fait qui est mon objectif. C'est pas forcément le nombre de pontes. Il faut enlever les œufs déclassés, etc. Voilà. C'est ce qui m'indique que c'est OK ou que c'est pas OK. Mais avec un lot qui a commencé à 99% de ponte pendant je sais pas combien de temps, je peux le garder plus longtemps, même si en fait il est en dessous de 180 œufs par jour. Voilà. Je ne sais Ok. pas si ça répond fort à votre question. En tout cas, on n'a pas vraiment les mêmes objectifs, effectivement.
Ça marche. Eh ben, merci pour vos témoignages et donc je vois qu'il y a pas mal de conversations. En fait, la durée du webinaire nous limite pour répondre aux différents éléments qui sont échangés. Dans tous les cas, donc là, on vous a partagé 2 témoignages spécifiques. On a nous aussi des données qu'on a pu collecter sur voilà une grande diversité des élevages qu'on va publier d'ici, je dirais. En tout cas, de sûr, à la fin d'année 2026 et qui, j'espère, répondront aussi davantage à vos résultats, à vos questions. On a donc, dans le cadre de ce projet, des suivis qui sont en cours et donc c'est le cas chez Myriam et Mickaël, où en fait on suit un lot de poulettes de son démarrage à un jour jusqu'à sa réforme en phase de pondeuse et qui nous permettra voilà, d'associer à des pratiques d'élevage des données des données chiffrées en plus des témoignages des éleveurs. Et ça arrivera d'ici la fin du projet, parce que forcément, sur des longévités de ponte comme là, on l'a partagé, il faut un petit peu de temps pour collecter ces données. Donc, c'est des choses qui arriveront au fur et à mesure et qui permettront de compléter les informations qu'on a sur l'élevage de poulettes bio. Dans tous les cas, je remercie grandement Myriam et Mickaël pour avoir partagé leur savoir-faire et leur expérience en élevage de poulettes. Je vous rappelle pour les participants qu'un autre webinaire est à venir à la fin du mois de mars, le 31, et là, on s'intéressera plus particulièrement aux éleveurs en filière organisée. On est toujours intéressé, comme pour le webinaire, de recueillir vos avis et vos attentes par rapport au projet. Donc, je vous laisserai la partager pendant quelques instants, le QR code pour ceux qui peuvent le flasher pour répondre à notre enquête. Et pour ce qui est donc du projet, comme je vous le disais, il y a pas mal de choses qui vont arriver d'ici cette année et puis les prochaines années. Donc, si vous voulez rester informé des résultats, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de l'ITAB, itab.bio, dans la page relative au projet Poulette Bio ou en flashant ce QR code également. Mais sinon, je vous invite plutôt à répondre à notre sondage post-webinaire. Et on vous remercie, on a pris 15 minutes de plus pour pouvoir répondre un peu aux questions qui étaient arrivées. Merci à toute l'équipe qui a pu écrire aussi au fur et à mesure et à Adèle pour la médiation des questions. Et encore merci à Mickaël et Myriam pour vos partages. Merci beaucoup. De rien. Et Merci. bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi. Merci aussi. Bon après-midi. Bonne journée.